Alors, beaucoup de questions. Je vais les prendre les unes après les autres, si vous voulez bien. Je ne sais pas trop à qui elles s'adressent. On va essayer de répartir la parole, en commençant par Sabrina Borodaz. Bonjour. Pour une entreprise réceptionnant des containers, comment faire le bon choix de pays? Donc, c'est pour les employés en charge du déchargement. L'employeur doit-il s'équiper d'équipements de mesure? Comment faire le bon choix? Qui veut répondre? Je dirais que déjà au départ, Docteur c'est Elie. vraiment une prise en charge globale du risque. Effectivement, une évaluation du risque. Le protocole de déchargement ne va pas axer que sur les EPI. Il va être beaucoup plus large. Donc l'idée, c'est vraiment de ce qui a été présenté, de voir d'où viennent les containers, dans ceux qui ont déjà été reçus, quels avaient été les risques qui avaient pu être retrouvés, vraiment faire une analyse complète de la situation. Après, la ventilation, ça, effectivement, elle est indispensable, ventilation naturelle ou mécanique, voilà, par rapport au diaporama qui avait été présenté. Et l'idée, ça va être de cibler les containers sur lesquels il va falloir faire ces prélèvements. Alors, il y en a certains, on est sûr qu'il y a une fumigation, donc là, bien évidemment, faire ces prélèvements, c'est important. Il y en a certains, selon les pays d'arrivée, les marchandises transportées, il n'y a généralement pas de fumigation, donc il n'y a pas forcément lieu de faire un prélèvement. Et puis, à tous les containers sur lesquels on a un doute. Donc, sur ces containers où il y a un doute, bah oui, bien évidemment, c'est important de faire des prélèvements. Et d'équiper les salariés. Alors, l'équipement en EPI, je dirais que vraiment la principale protection, c'est la ventilation. On va ventiler déjà, ventilation naturelle, ventilation mécanique si besoin. Le port des EPI ne va pas se faire pendant tout le déchargement du container. Il va se faire sur certains points ciblés, ce que je disais, sur l'ouverture du container éventuellement. Si on rentre dans le container pour faire des mesures, bah oui, bien évidemment, on va mettre les masques, on va mettre les gants. S'il y a des sachets de forçure métallique qu'il faut extraire du container, bah là, on va mettre aussi toutes les protections nécessaires. Et puis, bien évidemment, s'il y a un collègue qui a un malaise dans le container, bah là, pour intervenir, on va se protéger soi-même. Mais l'idée, ce n'est pas de garder un port d'un masque qui est quand même assez contraignant sur toute la durée d'un déchargement qui est physique quand même. Aziz Cherifi. Ouais, juste pour apporter quelques précisions, en fait, quand on a un risque chimique, la première chose à faire, c'est l'analyse de risque. Donc d'abord, vous devez fournir une analyse de risque. Ça veut dire regarder un petit peu à quoi sont exposés vos salariés. Donc fournir ce qu'a montré François-Xavier, c'est la matrice, c'est catégoriser déjà le risque et être sûr que ce que vous allez utiliser comme détecteur, c'est les gaz que vous allez retrouver. Parce que comme on dit, c'est des détecteurs, ça détecte. Donc ça n'analyse pas. Donc comment choisir vos détecteurs, ça c'est... voilà, sans l'analyse, vous ne pourrez pas choisir les bons détecteurs. Ensuite, ce qu'il faut faire aussi, et on n'en a pas parlé, et je reviens un petit peu dessus, c'est la polyexposition et l'effet cocktail. Attention, on peut avoir plusieurs gaz qui sont en dessous des valeurs limites d'exposition qui génèrent en fait un effet cocktail qui va être dangereux pour le salarié. Donc ça aussi, c'est une méthode de calcul qu'il faut prendre en compte et il faut faire attention, 3 produits CMR qui sont en dessous des valeurs limites d'exposition vont générer un gaz qui est toxique. L'outil Mixi dans l'onglet ressources, développé par l'INRS, si vous voulez en savoir plus, et la brochure ED 6088 pour les détecteurs de gaz. Ça y est, je crois que je l'ai dit suffisamment. Alors, nous allons continuer sur les équipements de protection individuelle, mais dans un endroit bien particulier, loin du Havre, les îles du Pacifique, milieu chaud et humide. C'est Caroline Courta qui nous pose cette question. Alors, il y a deux questions. La première question, avant de parler des équipements, est-ce que tous les produits qui sont des containers, qui sont dans les containers, contiennent des produits chimiques, que ce soit des produits alimentaires ou du matériel? Est-ce que tous contiennent des produits chimiques? Aziz Cherifi. Ils ne contiennent pas tous des produits chimiques, mais ils peuvent être assujettis à contenir des produits chimiques. En fait, les produits chimiques qui proviennent du relargage viennent souvent des mauvais process. Donc si le process est réalisé, vous ne trouverez pas de produits chimiques à l'arrivée, mais si le process est mal fait, vous allez en retrouver. Donc on n'a pas de certitude. Sur le conteneur, c'est un petit peu le problème qu'on a, c'est que le risque en fait, n'est pas clairement défini. C'est comme la fumigation, si tout le monde mettait les étiquettes, on s'en sortirait bien, on saurait quel conteneur est fumigué. Si tout le monde respectait les process, on n'aurait pas de conteneur pollué en France. Alors il y a quand même des conteneurs qui ne sont pas pollués. Par exemple, si vous prenez des conteneurs de produits vaisselle, de céramique, en général, il n'y a pas de fumigation. Il n'y a pas de relargage de produits chimiques. Oui. Je veux dire, on a travaillé avec des entreprises qui ont fabriqué. Si les conteneurs sont maîtrisés, il n'y a pas de gaz à l'intérieur. La poussière
qu'on va retrouver partout, quel que soit le produit stocké aussi, est un polluant chimique. Donc on peut avoir des problématiques dues à des forts taux de poussière auxquels sont exposés les dépoteurs. Laurent Finat pour la CARSAT. Alors Caroline Courtat a beaucoup de questions, donc je vais les prendre les unes après les autres. Sans faire de mesure, peut-on connaître la toxicité ? Là, vous avez tous une moue dubitative. Ah oui. Pas forcément. Non, je pense pas. C'est se mettre en danger, Oui. plutôt qu'autre chose. Ah là, c'est unanime. Hein. Non, la bibliographie, la littérature va permettre de déterminer peut-être les gaz auxquels on pourrait être assujetti, mais ça ne va pas vous dire s'il est toxique ou pas. Seul le contrôle et l'analyse vous dira si vous êtes en présence d'un danger. Alors, nouvelle question sur les équipements de protection individuelle, mais cette fois-ci dans les milieux chauds et humides, les îles du Pacifique. Est-ce que là, il y a une attention particulière à avoir ou est-ce que la réponse est la même que celle faite précédemment ? Merci. Je dirais que d'une façon générale, c'est toujours l'évaluation des risques. Alors on a vu qu'effectivement, en fonction des températures, en fonction des degrés d'humidité, la toxicité des gaz pouvait être un petit peu différente. Avec aussi, par exemple, si on est en milieu plus chaud, on peut avoir une hyperventilation qui va favoriser aussi la pénétration des gaz dans l'organisme. Mais le mécanisme général de réflexion, ça va être le même. Hein, à se dire quels sont les risques, est-ce qu'il y a un risque potentiel, s'il y a un risque potentiel, comment on va maîtriser ce risque. C'est toujours ça, l'évaluation du risque et la protection des salariés. Donc c'était la dernière partie de la question. Est-ce qu'il y a une spécificité pour les îles ? C'est vrai que tout arrive par bateau sur les îles du Pacifique. Il y a la température, il y a l'humidité, il y a le transport de longue durée. Est-ce qu'il y a une spécificité de ces containers-là ? Non, pas forcément, parce que en fait, tous les conteneurs sont passés par des zones chaudes à un moment donné. Hein. Sur le navire, ils sont passés pas loin du Pacifique, donc tous les conteneurs ont été exposés quasiment aux mêmes températures, aux mêmes choses. Donc au final, qu'on dépote pour moi dans le Pacifique ou en France, le conteneur a été exposé à des températures et une humidité qui a été quasiment la même. Donc pour moi, il n'y a pas de spécificité. Et après, il faut suivre clairement, il y a des dossiers qui sont faits par la CARSAT qui sont assez impressionnants. Et puis, il faut suivre leurs recommandations. Si vous avez des doutes, mettez les masques à BEC P3, BEK P3, c'est ce qui est préconisé dans le dossier CARSAT. Et puis voilà, mais... François-Xavier Keller, non, oui, pas de particularité. D'accord, il n'y a pas de risque spécifique. Sur la question de la chaleur, il faut se dire que tout conteneur qui est exposé au soleil en fait, va monter très vite en Voilà, température. exactement Ça d'expérience, même en plein hiver au Havre, on peut avoir au moins 30 degrés dans un conteneur. C'est la parole des douanes du Havre, voilà. Mais des douanes. Voilà. Alors, nous allons continuer avec les questions arrivées sur le chat. Vous pouvez d'ailleurs continuer à en poser, n'hésitez pas, je m'en ferai le relais. Question de Christelle Bertin. Au bout de combien de minutes le gaz se reconstitue-t-il dans le conteneur quand il est refermé ? Alors, il y a une suite, car un contrôle dans le port ne garantit en rien l'absence de gaz à l'arrivée à destination de la plateforme logistique. Ah oui, c'est clair que la ventilation, il faut la faire un peu avant le déchargement. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément utile de faire une ventilation sur un port et de décharger le conteneur dans la région parisienne. Je veux dire, il faut ventiler là où le conteneur va être déchargé. Alors nous, on a fait des études sur le relargage, et c'est pour ça que nous, quand on ventile un conteneur, on préconise l'ouverture sous les 4 heures, avant 4 heures. Donc c'est pour ça qu'on se met sur les plateformes multimodales et qui sont vraiment sur le dernier kilomètre, c'est que là, on est sûr que dans les 4 heures, le conteneur sera relivré. Donc généralement, on descend à 70% de la VLE et on n'y remonte pas avant les 4 heures. Après 4 heures, c'est compliqué de préserver, on redevient sur des seuils de toxicité qui sont au-dessus des VLE. Ce qui a été montré sur les demi-vies, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour passer de la concentration initiale à la moitié de la concentration du produit, selon les produits, peut être de quelques minutes à plusieurs mois. Parce qu'effectivement, les matériels transportés peuvent absorber et relarguer dans un second temps ces produits. Les vêtements des salariés aussi, la phosphine, il a été montré qu'elle accumulait ce gaz et qu'il pouvait y avoir un relargage secondaire. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être prises en compte dans l'évaluation du risque également. Alors, question sur les valeurs limites d'exposition. Question de Jimmy Chabre. Pourquoi une comparaison des résultats de mesure est-elle faite par rapport au VLEP 8 heures ? Les prélèvements sont souvent de quelques minutes seulement et les opérateurs ne dépotent pas des containers durant tout leur poste. Est-ce opportun ? Si. Alors, les dépoteurs dépotent toute la journée. Dans la logistique, un dépoteur dépote toute la journée. Un préparateur prépare toute la journée. Après, c'est vrai que là, parce que je pense que c'est un douanier, c'est ça, monsieur, vous posez des questions sur les douaniers. Mais les douaniers, oui, c'est pas leur métier. Mais par contre, sur les métiers de logistique, un dépoteur dépote des conteneurs pendant tout son temps de travail. Et puis, il faut bien avoir un référentiel. Le référentiel dont on dispose en France, c'est le référentiel des VLEP. On part du principe que plutôt que de faire du réglementaire et de faire de l'analyse sur 8 heures, qui effectivement n'a peut-être pas de sens si le dépoteur n'est pas présent durant les 8 heures,
En revanche, on va pouvoir identifier, comme on a montré dans notre étude, que le salarié dépoteur est exposé différemment par rapport à cette VLEP de salarié qui est en train de préparer une commande dans l'entrepôt. Donc ça se justifie, ça s'explique. Il faut bien une référence. D'accord. Parlons du tableau des maladies professionnelles. Question de Laetitia Richard. Si l'exposition existe pour le salarié ou l'agent, quelles mesures sont mises en place pour les protéger? Et cette exposition est-elle reconnue dans le tableau des maladies professionnelles? L'INRS et la CARSAT se regardent. Je pense que oui. François-Xavier Keller. Je n'ai pas de réponse ferme là-dessus. Alors, il y a eu une situation qui Docteur a été Elie. reconnue en 2014, mais qui était passée pour le coup par le CRRMP, après par le tribunal des affaires de sécurité sociale, chez un docker, où effectivement il y a eu une reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer de la thyroïde et du rein. Mais ça a dû passer par un second, si vous voulez, ça n'a pas été reconnu directement par la sécurité sociale, il y a eu une enquête complémentaire de fait, et sur ces substances auxquelles il avait pu être exposé, qui sont cancérogènes pour certaines, effectivement, il y avait eu une acceptation de sa maladie professionnelle. La problématique est qu'il faut que l'élément causal, l'agent causal, soit identifié, l'agent chimique en particulier. Donc il faut en avoir la trace ou avoir constaté qu'il avait été que le salarié avait été exposé. Et je pense qu'on n'a pas encore assez de recul sur l'émission des conteneurs. En fait, le problème du conteneur, c'est que ce que je disais, c'était assez méconnu il y a quelques années en France. Donc là, on commence vraiment à en parler de partout. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le recul nécessaire pour parler de maladies professionnelles, mais il y a eu des cas qui ont été démontrés. Donc, Docteur Elie, cette question est pour vous. Question de Viviane Famery. Vous avez indiqué des expositions de marins en mer. Serait-il possible d'avoir des précisions sur ces expositions? En théorie, les marins ne sont pas amenés à ouvrir les containers. Mais là, effectivement, il y a quand même eu des ouvertures. À chaque fois qu'il y a une intoxication par les gaz de fumigation, c'est quand même lors d'ouverture de containers. Et juste les précisions sur les marins, c'était des navires céréaliers qui avaient été fumigés. Et en fait, les navires céréaliers partent sous gaz. Et en fait, le problème des navires céréaliers, c'est que s'ils ne sont pas étanches, en fait, Il y a une fuite. les cabines vont directement par le trou d'homme, en fait, vont directement dans la cale. Donc ce n'est pas une ouverture de container. Non, c'était deux cas qui... Je confirme, le cas est bien documenté, on le montre. Il y a eu des recherches, il y a eu des recherches, et c'est les marins qui ont pris la route sans forcément faire les choses nécessaires sur le navire. Mais c'était un navire gazé. Ouais. Franck Cartel? Oui. Ce cas est documenté. Oui, c'est très documenté. Nous, pendant les cours qu'on déploie justement pour les agents qui suivent les formations sur la visite des navires de commerce, le cas est documenté. On le cite en exemple justement quelque part des impondérables avec les émanations qui sont totalement imprévues. On a même eu un cas où justement il y avait le gaz en fait était passé par la cale, c'était introduit dans le système de ventilation avant de finir dans la cabine. Là, franchement, on peut faire toute l'analyse qu'on veut, c'est juste pas de chance, quoi. Je rappelle que vous êtes également formateur en contrôle des containers. Question de Eleonora Fornaciari. Même avec la ventilation forcée, le problème des poches de gaz reste d'actualité? Point d'interrogation. Monsieur Keller? Il peut rester d'actualité, ouais. On développe? Oui, c'est pour ça qu'on a travaillé avec la CARSAT sur un système de ventilation qui permet le dépotage avec une ventilation en marche. Monsieur Cartel, vous êtes conscient de ce problème-là Non, je confirme, justement, dans ma présentation, j'avais montré un cas en atmosphère approuvée en oxygène. Monsieur Chérifi? Oui, mais ça, c'est connu. Et par contre, ce n'est pas tous les gaz qui vont générer des poches. On a des gaz qui sont assez connus pour générer des poches, donc notamment l'approvissement en oxygène. Mais il y a aussi l'ammoniac. Donc l'ammoniac, en fait, est un gaz qui est assez collant et qui va générer des poches de gaz entre deux cartons. Mais on peut cibler ces gaz-là et puis équiper les personnes avec des gaz-là. Et ce qui est bien avec l'ammoniac, dans notre malheur, ce qui est bien, c'est que l'ammoniac, il sent. Donc c'est une odeur assez forte, on le sent assez rapidement, on a le temps de se retirer du conteneur avant d'être vraiment exposé à ce gaz-là. Ce qui n'est pas le cas de tous les gaz. Ce qui n'est pas le cas de tous les gaz, donc il faut quand même bien faire attention. Oui. Tiens, on va revenir sur les VLEP. Une question de Virginie Laurie. À l'ouverture d'un conteneur avec protocole de détection, quelle valeur d'alerte à paramétrer? Alors je vais faire comme si je comprenais, je vous lis ce qu'elle a écrit. VLEP CT, VLEP 8 heures, pas possible par principe, et le temps de prélèvement de la sonde, s'il vous plaît, merci. La sonde, c'est en quelques minutes que le PID réagit. Et puis, oui, on peut partir sur les VLEP court terme, si elles existent. C'est ça, c'est les VLEP court terme, le CT.
Est-ce qu'il n'est pas plus important de savoir au moins déjà qu'il y a présence du polluant ou pas, Voilà. avant d'effectuer une mesure et de comparer à une VLCT ou une VLEP? S'il y a présence de phosphine, on se fiche que l'exposition dure 15 minutes ou 8 heures. Il va falloir réagir différemment. VLEP 8 heures, pas possible. Pourquoi? Elle dit par principe. Par principe, parce que, si c'est que l'ouverture, évidemment, l'ouverture ne dure pas 8 heures. En fait, les VLEP sur 8 heures sont réglementairement des mesures que l'on fait durant tout le temps de travail, que le dépoteur soit en train de sortir les marchandises, ou qu'il aille faire sa pause, ou qu'il fasse autre chose parce qu'il a été appelé à faire une autre tâche. Donc, on mesure une exposition réglementaire sur une journée complète. Donc, évidemment, l'ouverture des portes, ce n'est pas une journée complète. Franck Cartel, vous étiez la semaine passée, me semble-t-il, à Rotterdam, Oui. qui est un grand port également. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? On fait la même chose? Dans le principe, oui. En fait, on est quasiment sur la procédure de décontamination des espaces confinés au sens large, qui est une autre grande problématique. Mais effectivement, on est sur les mêmes procédés. Après, le matériel change un petit peu, n'est pas forcément le même du fait des approvisionnements, du fait des décisions qui sont prises localement aussi. Bon, c'est sûr que là, à partir du moment où on est dans un pays anglo-saxon, je ne vous cache pas qu'on place le niveau de sécurité des personnels très au-dessus du reste. Donc effectivement, moi ce que j'ai vu m'a relativement impressionné. Maintenant en France, on est dans un niveau de protection qui est quand même dans la moyenne supérieure, il n'y a aucun souci non plus. François-Xavier Keller, vous nous avez parlé de l'Australie, donc voilà, il y a des pays qui ont mis en place. Je ne suis pas allé en certaines Australie, mais on avait été à Rotterdam il y a quelques années. Et oui, ils ont des plateformes qui servent pour ventiler les conteneurs. Alors, les conteneurs sont disposés sur un certain endroit et il y a un certificat après ventilation, etc. Donc, c'est vrai que ce sont des choses qui existent. Ouais. Aziz Cherifi, la question suivante, elle vient forcément tout de suite. C'est pourquoi est-ce que la mesure du gaz des containers maritimes, ce n'est pas une norme? En fait, ça devrait l'être. Ouais. Malheureusement, on ne le fait pas. C'est un petit peu. Alors, certains dirigeants prennent la décision de le faire ou pas le faire. Hein. Nous, on est assujettis. Nous, on est une société de service, donc nous, on est là pour répondre à des questions. Mais le risque chimique, normalement, on demande une analyse de risque du moment qu'on expose nos salariés à des gaz, donc il faut fournir quand même cette analyse de risque. Et puis il y a la protection du salarié. Donc en France, on ne compte pas, alors d'après ce que j'entends, hein, moi je ne suis pas encore dans le gouvernement, mais on ne compte pas légiférer comme l'a fait les Pays-Bas et de dire voilà, vous devez mesurer 100% de vos conteneurs. Donc là il parlait de Rotterdam, on est basé sur Rotterdam, hein, de base on est de là-bas. Et à Rotterdam, en fait, tous les conteneurs qui sont dépotés aux Pays-Bas passent par une zone de mesure d'abord. Donc ils sont mesurés, alors souvent au SIFT ou au gazmètre. Donc c'est soit de l'infrarouge, soit du spectromètre de masse. Et ensuite, ils sont ventilés et ensuite, ils sont amenés pour être dépotés. Mais ça, c'est la loi. Il y a les personnes qui analysent sont formées. Il y a une formation qui est faite spécifiquement sur ça. Donc en France, on a un peu de retard, mais on reste quand même un pays qui fait quelque chose. Hein. On n'est pas là pour dénigrer. Au contraire, des choses sont faites. Maintenant, c'est vrai qu'il faut les structurer, mieux les faire. Mais voilà, ça devrait être la norme. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le problème à la source, finalement, au pays de production? Alors concrètement, on a essayé, hein, notamment sur la fumigation, on en parlait tout à l'heure. Alors, moi, mon gérant est président de l'Organisation maritime internationale pour la fumigation. Donc il y a des textes qui ont été promulgués. Normalement, les étiquettes sont obligatoires. On doit mettre les étiquettes, on doit ventiler avant de faire partir sur le navire. Ou quand il n'est pas ventilé, il faut le mettre en classe 9. Mais bien sûr, ça nécessite un surcoût et un traitement à l'arrivée. Donc c'est plus cher et pas forcément ce qui est fait. Mais sur la plupart de nos clients, hein, agir à la source, c'est pas chose facile. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose où on maîtrise pas le départ. Donc on essaie de faire des choses à l'arrivée. Donc il faut faire des choses à l'arrivée et puis essayer de faire bouger les choses. Mais tant qu'il n'y aura pas de réglementation internationale, on ne pourra pas faire grand-chose. La seule chose qui nous reste en France lors de la réception, c'est le pollueur-payeur. Donc on peut refacturer en cas de pollution. Donc ça, beaucoup de clients le font. Donc c'est une directive européenne et ils utilisent ça pour se faire rembourser les frais de ventilation et les frais de mesure quand les conteneurs sont pollués. Vous trouvez de nombreuses ressources dans l'onglet ressources. Alors j'en ai relevé quelques-unes. Un dépliant, dépoter un container, comment éliminer les résidus de fumigation, dépoter un container, les 4 étapes pour intervenir en sécurité, démarche risque chimique à l'ouverture des containers maritimes. Vous trouvez tout cela sur la plateforme et dans l'onglet ressources. Merci au docteur Laetitia Elie. Merci beaucoup. Merci à François-Xavier Keller. Merci à Franck Cartel, Aziz Cherifi et Laurent Finat de la CARSAT Sud-Est.
Nous allons marquer une pause, si vous le voulez bien, et nous retrouver à 15h30 très précisément. On va quitter les entrepôts, on va quitter les containers pour aller dans les magasins, dans le commerce de détail, dans les espaces de stockage. Ce sera à 15h30 précise, dernière session de cette journée de l'INRS. A tout de suite.